Et donc après cette seconde et dernière table ronde, j'invite à nouveau tout de suite Tiffen Day sur scène, qui a accepté de partager avec nous l'interprétation d'une autre de ses créations, qui est, comme vous le verrez, un véritable pied de nez aux académiciens, La Pérille Mortelle. Merci Grégoire. C'est bien de confier l'animation à des petits gars comme ça. Jolie animation. Bon, j'y vais. J'aime pas le premier mot. Monsieur. Madame Oiseau. Pour les damoiseaux dans le fond, vous viendrez voir dans mes loges tout à l'heure, on fera un zoom. Et puis, bien entendu, mes chères consoeurs lourdement ovarisées, mesdames, mes chers compatriotes, oyez, oyez ce conte à rebours, oh, très à rebours même, un conte à régler. Et donc ça va saigner. Petite métaphore menstruelle, comme on dit, de la meilleure goutte. Je vous la conseille toujours en introduction de conférence, ça fait toujours sa petite effette. Notez, Grégoire. Elle était une fois dans un royaume lointain, trop lointain, quoi, nommé la matriarcate. Une cardinale à la robe rouge. La couleur si rouge de sa robe était certainement due à l'exhibition aux quatre coins cardinaux, justement, de ces abondantes, excellentes menstruations éminentes, et c'est ainsi qu'on l'appelait Votre Éminence. Elle portait matronyme de Richelieu à soi. Elle avait créé une rassemblement de ses copines qu'elle avait appelée l'Académie française. Et qui, les siècles après, allait encore casser les bonbons des hommes. Dans ce groupe de copines académiciennes, désormais autonomées avec cette humilité qui devait les caractériser toujours, et ce, malgré les preuves récurrentes de la contraire, les immortelles étaient une fois une grammairienne. Nous la nommerons Claude Fabre de Vaujas. Celle-ci trouvait que la langue que l'on parlait alors dans ce pays n'était pas encore assez sexiste, sachant que le langage est éminemment politique et structure la pensée. Elle avait érigé la règle géniale de la féminine l'emporte sur la masculine, au prétexte que la genre féminine est la genre la plus noble, ça se voit. Argumente irréfutable, c'est l'en est, vous en conviendrez. Ainsi, fille de la règle de proximité, désormais, pour bien parler française, l'on se devait de dire « les femmes et les hommes sont belles ». Ainsi, fille de la règle de majorité, l'on était tenu de dire « la reine Louise XIV et son harem de 10 000 courtisans sont assises ». Ainsi, la genre féminine, genre des femmes, fut également décrétée genre neutre. Oh, l'on pourrait croire comme cela de prime abord que cette dernière décision n'eut que peu d'incidence. Bien à la contraire. Suite à cette règle, l'on imposa que les participes passés avec l'auxiliaire avoir et autres participes présentes deviendraient invariables, neutres. C'est-à-dire qu'un homme parlant à un autre homme était tenu de dire, par exemple, « Heureusement, j'ai comprise pour une fois la sermone de la prêtresse à la messe dimanche dernière. Et elle est intéressante de savoir que Ève a engendré Adam d'une de ses côtes dont elle ne savait pas quoi faire. » Et donc dans le « elle est intéressante », évidemment le « elle » n'est pas féminine ici, c'est un pronom tout à fait impersonnel. Ainsi, des mots furent redéfinis, selon la bonne vouloir de ces dames, détentrices du bon sens. Par exemple, ambassadeur ne désigna plus un homme ayant pour haute fonction de porter les intérêts de la reine ou de la présidente à l'étranger, ce terme signifiant désormais le mari de l'ambassadrice.
D'ailleurs, pourquoi un homme exercerait-il ses fonctions? Je vous le demande. Imaginez Grégoire. Ainsi, des mots furent interdits, jusqu'à ce qu'on finisse par les oublier. Car aujourd'hui, si l'on parle bien naturellement des métiers, des titres de professoresse, de médecine et d'autrice, elle ne vient plus à l'esprit de personne de dire professeur, médecin, auteur. C'est ridicule. Et entre nous, c'est moche. Non, c'est vrai, écoutez plutôt, professoresse, autrice, voilà qui est digne et belle, alors que professeur, auteur, ça nous donne la nausée. Quelle lourdeur. Qu'ont donc les militants masculinistes contre la beauté, contre la pureté, l'élégance, la légèreté de la française? Mesdamoiselles, messieurs, reprenez-vous. Reprenez-vous, Grégoire. Un peu de hauteur, que diablesse. Mais des auteurs, ça, oh non. On doit donc dire, monsieur la mairesse de Paris, Yann Hidalgo, monsieur la procureuse du République, etc. C'est bien plus clair comme ça. D'ailleurs, la fait de féminiser ces fonctions redore leur blason et valorise les personnes qui les exercent, femmes ou hommes. Alors que masculiniser ces mots les rapetisse, physiquement déjà, hein, puisqu'ils ont du bourre. C'est ainsi que beaucoup d'hommes tiennent à être appelés monsieur l'avocate, ou, dans ce même cas, maîtresse, plutôt que maître, hein, qui convient. Davantage, vous en conviendrez comme moi, à un usage en classe d'école primaire, ou pour des relations extra-conjugales. Également, monsieur la chef de service, de ZFE, bien entendu, monsieur la doctoresse, etc. Or, aujourd'hui, des associations de masculinistes prostatiques, pour reprendre la notion bien connue, hein, et tout à fait étayée scientifiquement, selon laquelle la prostate serait un petit être se promenant dans le corps des hommes, leur faisant perdre leurs moyens régulièrement, et les rendant donc trop faibles pour exercer les hautes fonctions et les métiers d'esprit, voire de la sainte esprit. Car imagine-t-on un homme cardinal? Madame Pape. Restons sérieuses. Ces associations de lutte pour les droits des hommes, donc, et parfois même des institutions, figurez-vous, comme le HCE, le honteux Conseil des enragés, eh bien, ils demandent des mots à la masculine. Pourtant, ils existent déjà. Personne ne leur dispute boulanger pour désigner le monsieur à la caisse de la boulangerie pendant que la boulangère est au fourneau. Personne ne songe non plus à leur interdire les noms, mettons, voilà, assistant paternel, homme de chambre, hôte de cueil, etc. De surcroît, à la Québec, depuis quelque temps, des hommes autrices revendiquent une forme masculine de son nom de métier, que nous leur accordons, hein, oh, si ça peut leur faire plaisir, autrice. Ah mais si, c'est masculine, autrice. Bien sûr. Ben si, parce que, en fait, c'est A-U-T-R-I-S. Sans E. Comment ça, Grégoire? Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Ah, ça ne s'entend pas à l'oral? Mais si, d'abord, lorsqu'on est un homme écrivaine, on écrit, donc c'est plus important à l'écrite, hein, quand même. Et puis, bien sûr que si, ça s'entend. Parce que, en fait, pour les femmes, on dit une autrice, voilà, forte, déterminée, avec un E qui l'ancre, comme ça. Alors que, pour les hommes, eh bien, la forme est laissée un peu délicieusement virevoltante, en suspens, indécise. Autrice? Rien ne vous empêche de faire l'effort de prononciation. Mais ce raisonnable compromis ne saurait leur suffire à ces hommes déchaînés de chez nous, rassemblés en assaut haineuse de Malbé. De mâle. Si, le mâle de la femelle, c'est ça que je voulais dire. Cette parvenue revendique par exemple le mot écrivain, pour parler d'un homme écrivaine. Mais d'abord, la genre féminine est neutre, hein, nous l'avons déjà dit, suivez un peu. Alors ce débat n'a pas reçu lieu d'être. Bon. Et puis après tout, les hommes
femmes écrivaines sont une espèce si rare, sont de telles exceptions à la règle générale qui veut que seules les femmes écrivent de grandes œuvres, qu'elle n'est pas utile d'avoir un mot pour les désigner. Et je n'invente rien. Ce n'est pas une hasard si l'on étudie à l'école Victorine Hugo et non Jules Drouet, qui a dû arrêter son métier de comédien pour elle, pendant qu'elle écrivait des choses intéressantes. Ce n'est pas une hasard si l'on étudie Judith Shakespeare, et non son frère hypothétique, William, inventé par l'homme-autrice Virginia Woolf. Ce n'est pas une hasard si elle a fallu que les personnes de très bonne volonté, qui font les programmes de bac, attendent 2018 pour enfin trouver un homme-autrice à mettre au programme. Ah bah si, Monsieur de Lafayette, avec son Prince de Montpensière, a été le premier, mais on n'en trouvait pas. Bon. Est-elle bien nécessaire donc de créer un sobriquet spécial pour désigner la misérable poignée d'hommes qui se font prétention de gaspiller de l'encre et de gribouiller leurs heures perdues? On ne va pas créer un nom uniquement pour les frères Bronté, si? John R. et Léo de Dure-le-Ventre, ça ne suffit pas à faire un patrimoine. Tenez, patrimoine, encore un ridicule mot ça. Il y a des associations, par exemple la collective FH, ou encore le chercheuse Elian Viellot, qui veulent des journées du patrimoine en plus de celles du matrimoine, qui suffisent pourtant amplement. Quand on pense qu'encore aujourd'hui, il y a des pays dans le monde où des hommes n'ont pas le droit de voter, de conduire une voiture, ces hommes privilégiés, là, de chez nous, feraient quand même mieux de s'occuper de ces vrais combats, au lieu de perdre leur temps, et surtout le nôtre, les copines, avec ces histoires de bons hommes sur les mots employés. Cet damoiseau ferait mieux de s'occuper des choses plus graves qui se passent loin d'ici. Tiens, mon damoiseau, encore un gentil mot qu'ils veulent nous interdire. Si, une asso, oser le masculinisme, a même fait une campagne pour demander qu'il n'y ait plus que madame et monsieur dans les documents administratifs. Alors que c'est de la galanterie, mon damoiseau, c'est élégante. Ça veut dire que les hommes sont encore frais. D'ailleurs, quatrain de neuf. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce grand acteur est sexiste, bon. Quatrain de neuf a toujours voulu qu'on l'appelle mon damoiseau, et justement pour montrer son indépendance. Et moi, ça, je trouve ça bien comme combat. Monsieur, ça fait vieux. Plein de jeunes hommes se vexent, d'ailleurs, si on les appelle monsieur alors qu'ils ne sont pas mariés. Comme quatrain de neuf, ils se sentent alors importunés. Et bien que ce soit un droit inaliénable, les copines, rassurez-vous, pour les femmes, que d'importuner l'homme. L'homme, cette créature mystérieuse. Droit d'importunance, donc, sans lequel aucune relation digne de ce nom n'aurait plus lieu d'être. Eh bien, j'essaie de ne pas vexer les hommes qui n'ont pas encore de propriétaire. D'épouse. D'épouse, monsieur. Monsieur égratigne l'orgueil du damoiseau. Cette vanité exquise de l'homme sensible et disponible. Enfin, de l'homme jeune, bon. Oui. Je l'ai assez d'expérience, parce que moi, voyez-vous, je suis un petit peu ce qu'on appelle une femme à homme. Alors attention, pas tous les hommes, non, il va y avoir des défus dans la salle. Non, parce que je suis incapable de trouver attirant un homme de plus de 50 ans. Là, comme vous voyez, j'ai moi-même plus de 50 ans, mais pour moi, eh bien, les hommes de plus de 50 ans sont invisibles. Ah, mais c'est même carrément un problème, parce que moi, on me dit, bon, c'est plus de la moitié des hommes de ce pays, mais moi, je ne les vois pas. Je marche dans la rue, je me prends régulièrement des hommes de plus de 50 ans dans la tête, bien sûr. Et puis alors, parce que, bon, un corps d'homme de 25 ans, bon, bah, c'est extraordinaire. Non, bah, c'est... Alors le corps d'un homme de plus de 50 ans, c'est pas extraordinaire du tout. Et alors c'est encore mieux quand ils sont asiatiques. Bien sûr. Ah non, attention, c'est pas du racisme, pas du tout. C'est que moi je dis ça autrement, j'appelle ça du racialisme. Du coup je suis protégée. C'est un petit peu comme le colonialisme. Ça n'a rien à voir avec le colonialisme, c'est merveilleux. Bon. Alors, donc j'en ai connu dans ma longue vie des poulets. Bon, ouais. Et
puis des pandas même, du coup. Des jolis. Ah, on s'amusait bien dans le temps, mesdames, l'âge d'or. Quand aucun prostatique ne venait nous importuner en veuklant des MeToo, avec la menace d'un âge minimum de consentement, vous allez voir qu'un jour ils vont aller jusqu'à nous parler de désir des hommes. Ça existait ce truc-là. Oh, dans tout cela, on ne sait plus comment draguer. Avec la menace de la délation, sous le prétexte fallucieux de la harcèlemente, avec le hashtag balance ta truie, ou balance ton agresseuse pour les masculinistes doublés d'une fantaisie antispéciste. Comment vous dites encore, Grégoire? Il est pénible. Du coup, faudrait aussi dire mademoiselle. Mais non. Non, Grégoire, ça n'existe pas, ça. Nous, c'est madame depuis la naissance, et puis c'est bien comme ça. Et puis de toute façon, pour revenir au mot écrivaine, elle n'est pas convenable qu'un homme fasse profession d'écrire. Ah ben non. Et qui va garder les enfants? Ces enfantes que madame a eu la gloire si admirable de porter et de mettre à la monde auparavant. N'est-elle pas normale que lorsque les femmes ont choisi d'enfanter, choix qui ne peut leur revenir qu'à elles seules, biologiquement, lorsque elles ont risqué ainsi leur vie, avec tant de courage et de dignité, dans le sens et les cris de guerrière, et tout cela parfois pour fort peu de choses, lorsqu'elles ont le malheur d'accoucher de garçons. Alors, ça me touche personnellement. Quel gâchis! N'est-il pas normal donc qu'après avoir mené cette noble guerre de la naissance, dont les hommes sont et seraient incapables d'affronter les affres et les douleurs, qu'elles aient pleinement mérité de reprendre librement leur vie de femme, pendant que leurs hommes, leurs pères, leurs précédents fils, leurs frères s'occupent de la progéniture, et particulièrement des petites filles, bien sûr. Enfin, y pensons sérieusement. Alors d'accord, avant, jadis, j'avoue, il y avait des inégalités. Mais depuis ce que Charline de Gaulle, généreusement, leur a offert le droit de vote en 1944, de quoi se plaignent-ils encore? Et sous Françoise Mitterrand, avec la loi Yvon Roudy, l'égalité salariale, c'est très bien ça. Bon, c'est pas appliqué, mais enfin, c'est déjà bien. Et puis dans écrivain, on entend quand même vachement vin. Puis alors pas le grand cru, non, vin, vanité. Comment, Grégoire? Dans écrivaine, on entend veine aussi, du coup? Non. Mais non, parce que là, ça n'a rien à voir. Enfin, si, d'accord. Non, mais veine, je veux dire, les veines, bien sûr, on entend presque écrit artère, bien entendu. Non, mais arrêtez un petit peu avec cette mauvaise foi. Je leur ferai en plus remarquer à ces bons hommes que dans écrivaine, le mot écrivain est contenu. De même, dans médecine, le mot médecin y est et prend même beaucoup de place. À une lettre près, ces éternels insatisfaits, ils viennent nous casser les ovaires des académiciennes. D'ailleurs, depuis quelques décennies, il y a même des hommes à l'académie. Ah si! Ah bah, un petit peu comme pour les noms des stations de métro et des rues, au moins 2%. Peut-être même plus, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je leur rends famage à ces hommes, mes consoeurs académiciennes. Je vous avais dit que c'est très clair. Enfin, tout ça, là, cette prostatique généralisée, comme disait Gertrude Freud, la grande Gertrude Freud, et ça vient, en fait, d'un complexe clitoridien. Bien sûr, merci. Non mais... On les comprend, parce que bon, leur truc, déjà, physiquement, ouais, esthétiquement, non, ça n'a rien à voir. Et puis, eux, ils font pipi avec. Non, mais je comprends qu'ils soient jaloux entre ça, et je ne peux pas donner naissance à qui que ce soit. Non, mais je comprends. Et on comprend pourquoi c'est quand même naturellement nous qui devons diriger, voilà, bien sûr. Alors, de toute façon, ce sont tous, en fait, des vieux fils, dont aucune femme n'a voulu. Et c'est ça, en fait, qui les rend hargneux. Vous les connaissez, les hommes. Ils ont tous une cupidité face à la pouvoir et à l'argent. C'est dégoûtante. De toute façon, la première ministre, Eduarda Philippine, a tranché. Tranché. Oh, ne vous évarochez pas, mes oiseaux. Tranché, je veux dire. Le débat. Nous dire que justement, on n'a jusqu'ici eu que des présidentes du République et que justement, la présidente Macron leur avait promise un premier ministre, et finalement, elle a juste prise la personne la plus compétente, et voilà.
mais c'est une hasarde. Faut pas voir la femelle partout. Et si la vis de mesdames Macron et Philippines n'y suffisait pas, nous pouvons nous reposer aussi sur la personne la plus à même de nous éclairer sur cette importante question de la langage, à savoir Jeanne-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Rappelez-vous ces sages paroles à l'Assemblée nationale, la 15 novembre dernière, pour rappeler qu'elle n'est nul besoin de déféminiser la langue, puisqu'en fine, et je la cite, « Le France, notre père matrie, a comme emblème un homme, Marius, celui qui a culotte phrygienne. Et l'un de ses plus beaux mots est masculin, le République. Qu'est-ce que vous dites à ça? Le République, c'est vrai, oui, suffit. Malheureusement, loin de se reposer sur la Blanquer, en fine sur ses avis éclairés, voilà que maintenant j'entends dire de ci de là que les masculinistes veulent dire droit de l'humaine, ou droit des personnes humaines, ou pire encore, droits humains, au lieu de la formule consacrée, historique, légitime, droit de la femme. Mais jusqu'où iront-ils? On a beau leur répéter que c'est droit de la femme, avec une grande F majuscule, pour protéger leur tout petit H minuscule derrière. Ils sont jamais contents, ces bons hommes, je vous dis. Et pourquoi pas un droit de l'homme, tant qu'on y est. Alors oui. Historiquement, c'est vrai que Robespierrette, Marat, Danton, qui est sur la place là, à côté, en énorme, et leurs copines ont écrit la déclaration sacrée des droits de la femme et de la citoyenne à une époque où c'est vrai que ça voulait vraiment te dire que seules les femmes étaient concernées, les hommes étant considérés comme mineurs à vie sous l'autorité de leurs épouses ou de leur mère. L'âge d'or. En même temps, il faut les comprendre, les révolutionnaires. N'en déplaise aux demi-mondains Olin de Goujon, un ancêtre des Liangueno. Si les hommes avaient voté en ce temps-là, ils auraient tous été pour la papesse et pour la reine. Aucun libre arbitre, ces bigots, ces crapauds de bénitier, ils auraient voté comme la prêtresse du village. Et alors, on n'aurait pas aujourd'hui la belle démocratie qu'on connaît, Liberté, égalité, sororité. Et ne venez pas me voir avec ce mot de fraternité. Ce mot de fraternité n'existe pas. C'est une couillerie. C'est un néologisme. Le mot de sororité suffit largement à dire que nous sommes toutes des sœurs. Que voudrions-nous dire autre? Non mais au bout d'un moment, ça veut dire quelque chose, ces mots gravés au fronton des mairies, ou au fronton de la Panthéone, aux grandes femmes, la matrie reconnaissante. Panthéone où il y a déjà 5 hommes. Pour presque 80 femmes. Non mais mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? C'est une masculinazie. Alors pour la dernière fois, droit de la femme, tout le monde sait bien que les hommes ont été comprises dedans. Moi je vais vous dire, je suis une femme et je suis pas misandre. Mais leur écriture inclusive là, et puis obscène, c'est une pérille mortelle. Bon, faut dire que j'ai été largement inspirée par les vrais auteurs de l'Académie française, n'est-ce pas? Alors je voudrais juste finir en vous disant 2 mots. D'abord pour vous dire que c'était très émouvante pour moi d'être là aujourd'hui. Oui, je parle vraiment comme ça. Et voilà, parce que j'ai eu le grand honneur et l'immense plaisir de militer avec Daniel au départ au moment de la lutte pour l'abolition de la prostitution. On est à la veille d'une discussion ubuesque, donc c'est particulièrement émouvant. Voilà, je voudrais vous remercier, Daniel, pour le merveilleux rapport que vous avez fait à l'époque, pour votre ténacité, votre courage. Parce qu'aujourd'hui on a la loi, donc on sait qu'on peut parler abolitionniste, mais à l'époque c'était vraiment extrêmement mal vu, c'était interdit. Donc voilà.
Espérons qu'on garde cette loi qu'on vous doit et qu'ils aient au moins ce minimum de respect. Bref. Donc voilà, merci beaucoup Daniel pour l'ensemble de votre action. Je crois qu'on peut l'applaudir encore. Ça me met mal à l'aise, mais comme le dit Najat, c'est mérité, donc tant pis. Et aussi, je voulais vous dire que sur la table, au bout, où il y a les documents du HCE, il y a une petite feuille où vous pouvez marquer votre adresse mail si vous voulez recevoir la newsletter, puisque Compte à rebours, donc vous avez vu l'extrait avec Cendrillon, est un spectacle toujours en tournée. C'est aussi un livre qu'on peut, moi j'en ai quelques exemplaires là sur moi s'il y en a qui veulent, avec des dédicaces, ou sinon on peut le commander à Violette & Co ou sur internet. Et puis aussi, vous pouvez me trouver évidemment sur les réseaux sociaux, les Facebook, les YouTube, les machins. Et donc, je vous remercie et continuons à garder ce réseau fort et que la HCE reste farouchement féministe et abolitionniste. Merci. Merci et bravo encore à Tifendé. Avant le discours de clôture de la présidente Danielle Bousquet, je voudrais donner la parole à notre dernière invitée exceptionnelle, Adja Idrissaba. Vous pouvez nous rejoindre sur scène. Adja Idrissaba a 18 ans, elle est guinéenne. C'est avant tout une militante de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle, vous avez été élue à 13 ans au Parlement des enfants guinéens. Vous en avez